Donc aujourd'hui, il s'agira non pas de planter des choux, mais de palper les ovaires et de voir si effectivement on les palpe toujours à la mode de chez nous. Allons-y. Et pour se mettre dans le bain, j'avais envie de vous poser deux petites questions. Vous pouvez y répondre via la plateforme. La première, elle est simple. Combien de vaches palpez-vous par semaine? Un petit instant de réflexion. C'est juste une petite enquête tout à fait générale. Combien de vaches palpez-vous par semaine? Ça, c'était la première. Et la deuxième question à laquelle j'avais pensé, c'est combien d'ovaires palpez-vous par semaine? Combien d'ovaires palpez-vous par semaine? Et si il m'a semblé intéressant de revoir un peu et de confronter nos façons de faire, c'est que, en fait, je vois quatre raisons justifiant le fait de palper les ovaires des animaux qu'on est amené à examiner dans le cadre d'un problème de reproduction. La première de ces raisons, c'est, car c'est une cause, on a vu un motif extrêmement important de consultation, palper les ovaires, c'est surtout pour faire un diagnostic différentiel des anésthésies pubertaires et du postpartum. Parce qu'en fait, de la palpation des ovaires va résulter quoi? Le choix d'une stratégie thérapeutique. Ça, c'est la première raison. Une deuxième raison, c'est d'effectuer un diagnostic différentiel des infections utérines. L'objet n'est pas de rappeler toutes ces infections utérines, mais il est certain que le choix, encore une fois, d'une stratégie thérapeutique de l'une ou l'autre de ces infections utérines relève effectivement d'un diagnostic aussi précis que possible des structures présentes sur les ovaires. Une troisième raison, c'est effectivement lors d'un constat de gestation. Le doute est parfois permis et pour être tout à fait sûr, c'est sûr que l'examen et la palpation ou l'examen échographique de l'utérus nous invite à aller parfois jeter un coup d'œil au niveau des ovaires. Et enfin, une quatrième raison, j'avoue effectivement que celle-là, elle est moins fréquente, mais quand même, le fait que les productions laitières augmentent notamment chez les vaches laitières, il y a une relation étroite entre cette augmentation de la production laitière et le risque de gestation gemellaire dont on connaît les conséquences plutôt négatives à terme. Quatre raisons, à mon avis, c'est surtout la première qui est la plus fréquente, la plus importante. Et donc, allons-y pour voir comment faire. L'adage est connu, il ne saurait y avoir de bonne palpation sans une bonne préhension. Je ne sais pas comment vous faites, mais moi, j'avais pour habitude effectivement de coincer l'ovaire entre deux doigts, de façon à pouvoir palper cet ovaire avec le pouce. Mon pouce est assuré, je ne vous cacherai pas pour combien, mais il est méchamment bien assuré parce que le pouce, me semble-t-il, est une des meilleures façons, un des meilleurs outils pour envisager quoi? Pour envisager la taille de l'ovaire. Ça, c'est un premier paramètre qui me semble important. Deuxième chose, j'ai pris l'habitude de le faire, c'est d'évaluer la surface, d'évaluer la consistance de cette surface, on aura l'occasion d'y revenir. Et enfin, et de manière plus précise, d'évaluer la taille et la surface des structures qu'on peut trouver effectivement sur ces ovaires. Diamètre, taille, consistance, ça me semble des paramètres extrêmement importants qui permettent d'affiner effectivement le diagnostic. Première structure, les follicules. Les follicules, première chose, c'est que les follicules, on se met d'accord là-dessus, il y a follicules et follicules, vous le savez, mais que les follicules palpables ont en général un diamètre supérieur à 1 cm. Il faut s'entendre effectivement là-dessus, première chose. Et donc, vous avez deux types de situations possibles. Ici, je vous ai présenté un ovaire petit et lisse. Qu'est-ce qu'un ovaire petit et lisse? Rappelons que, d'une manière générale, un ovaire a une taille comprise en longueur sur 3 à 4 cm et en largeur, hauteur, 1 à 2 cm. Petit, on s'entend bien sûr sur ce que cela peut représenter. Mais deuxième critère qui me semble important, petit et lisse. Cet ovaire apparaît comme étant lisse tout en surface. On va revenir là-dessus. Une deuxième situation, ces ovaires petits et lisses, effectivement, traduisent quoi? Une absence de recrutement et de croissance folliculaire. Donc, il n'y a
rien qui se passe, c'est les ovaires au repos. Et caractéristique de ces ovaires petits et lisses, ça permet d'établir un diagnostic d'anustrus de type 1 si effectivement les deux ovaires sont concernés. C'est les pires des anustrus, c'est les anustrus les plus profonds. Une autre situation, effectivement, qui rend l'ovaire granuleux, il n'est plus lisse, il est granuleux, je dirais, en surface, parce qu'effectivement, en surface, on peut identifier sur cette pièce anatomique des follicules qui sont en croissance. Donc, on parlera d'ovaires non plus petits et lisses, mais on parlera d'ovaires granuleux. Ça veut dire qu'il n'y a non pas une absence totale de follicules, mais une absence de croissance optimale de ces follicules, en tout cas jusqu'au stade de dominance. Et ce stade de dominance, et on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, ce stade de dominance est acquis à partir du moment où le follicule a un diamètre de plus ou moins 9-10 mm, soit 1 cm. Et donc, on peut parler effectivement d'un état d'anustrus type 1, voire 2, puisqu'il n'y a pas de croissance effectivement optimale qui aboutisse jusqu'à une ovulation. Une troisième situation, effectivement, qu'on peut rencontrer, c'est qu'on a des ovaires avec des surfaces granuleuses, donc présence de petits follicules en croissance, mais l'un d'entre eux, effectivement, a dépassé ce stade. Et donc, on va trouver au niveau de cet ovaire une zone plus spécifique qui n'est plus granuleuse, mais qui est lisse. Et une deuxième caractéristique, cette zone est dépressible. Dépressible parce qu'effectivement, il y a en dessous une structure remplie de liquide qui rend cette structure dépressive. En voici deux exemples sur cette pièce anatomique. On trouve ici donc un follicule de taille relativement conséquente et un plus petit ici qui effectivement est en train de poursuivre sa croissance. Donc on a une dominance, mais pas encore d'ovulation. Je le rappelle, ce follicule a un diamètre supérieur à 1 cm. Et donc on est à un stade d'anustrus de type 2, si effectivement, et cette situation peut parfaitement s'accompagner d'un autre ovaire qui soit petit et lisse ou qui soit uniformément granuleux. Donc là, vous voyez que déjà, par une évaluation plus précise des follicules, de leur surface, de leur taille, on peut dire à même d'affiner un peu notre diagnostic d'anustrus. Forcément, après, si jamais il y a eu ovulation, on parle de corps jaune hémorragique. En voici deux représentations ici. Un ovaire entier, où on voit effectivement ce corps jaune hémorragique en surface. Et bien entendu, si on pratique une coupe, on se rend compte qu'on ne voit ici que la partie externe de ce corps jaune hémorragique et que bien entendu, ce corps jaune hémorragique se prolonge dans l'ovaire. Donc, ces corps jaunes hémorragiques, ils ont une consistance relativement molle. Ils ont un diamètre inférieur à 2 cm, mais vous rendez vite compte que leur diagnostic est relativement difficile à bien poser. Donc, ces corps jaunes hémorragiques, tout comme les corps jaunes d'ailleurs de Diostrus, peuvent être un peu apparents en surface ou peuvent être carrément intra-ovariens. Et autre aspect pratique, ces corps jaunes hémorragiques s'observent pendant le méthostrus. Est-il besoin de rappeler qu'ils ne sont pas sensibles à une injection de prostaglandine? Donc, voici deux situations d'un corps jaune ici qui est quelque part apparent en surface, mais qui peut, ce corps jaune hémorragique également, être compris uniquement dans le tissu ovarien. Donc, vous vous rendez bien compte que la palpation de ce corps jaune, si le corps jaune est intra-ovarien, est assez problématique. Elle est déjà beaucoup plus aisée, bien sûr, si on effectue un examen échographique. On passe alors au corps jaune, le corps jaune de Diostrus. Et il n'est pas inutile de rappeler certaines choses, c'est que ce corps jaune de Diostrus ont un diamètre habituellement supérieur à 2 cm. Beaucoup d'auteurs considèrent ce diamètre comme étant optimal, mais je ne vais pas vous jeter la pierre si vous estimez devoir considérer un diamètre supérieur à 15 mm, soit 1 cm et demi. Une différence essentielle, c'est que ces corps jaunes de Diostrus sont sensibles à la prostaglandine. Comme les corps jaunes hémorragiques, ils peuvent être extra ou intra-ovariens. Et bien sûr, leur caractéristique, c'est qu'ils se présentent sous forme d'une zone lisse et ferme.
Rappelez-vous, le follicule, c'est une zone lisse et dépressible, lisse et ferme en ce qui concerne ces corps jaunes de Dilstrus. Et bien entendu, l'appellation bouchon de champagne a souvent été aussi proposée pour ces corps jaunes. Rappelons que l'absence de bouchon de champagne ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corps jaune, puisque dans ce cas-là, le corps jaune est davantage intra-ovarien. Et en voici donc quelques images. D'abord sur le schéma. Nous voyons le schéma ici de ce corps jaune qui est à la fois intra-ovarien et bien sûr extra-ovarien. Et donc, voici le fameux bouchon champagne. Donc, on voit que cette zone ici est lisse, si vous voulez, par rapport à la surface de l'ovaire, mais elle est davantage ferme. Voici un autre exemple, effectivement, de ce corps jaune avec un bouchon de champagne. Et voici ce même ovaire qui a été incisé. Et donc, on voit très bien ici la place prise par ce corps jaune au sein du tissu ovarien. Voici un corps jaune qui est plus, si vous voulez, intra-ovarien. On retrouve cette zone lisse et ferme. Voici ce corps jaune qui est beaucoup moins saillant que le précédent. Et voici ce même corps jaune incisé en deux parties qui occupe une place plus intra-ovarienne, encore une fois. Donc, ce genre de corps jaune intra-ovarien n'est pas toujours facile à identifier par palpation, mais la comparaison, encore une fois, de la taille des ovaires va nous donner à penser qu'effectivement, il faut s'intéresser à l'ovaire le plus gros. Voilà ce qu'il en est. Autre, bien sûr, corps jaune, c'est les corps jaunes cavitaires. Et donc, les corps jaunes, c'est marrant, je ne vois pas. Les corps jaunes. Voilà. Donc, les corps jaunes de gémellité. Ici, on en voit des exemples. Donc, des corps jaunes signant une double ovulation. Ici, les bouchons champagne dont je vous parlais. On voici un autre. Et voici ces mêmes ovaires incisés qui montrent bien les parties extra-ovariennes ici et là de ce corps jaune, mais aussi les parties, je dirais, intra-ovariennes au sein du tissu ovarien. Et donc là, ça peut laisser penser ça peut donner à penser effectivement qu'il y a une gestation gémellaire à partir du moment où il y a deux corps jaunes. Parce que, comme on le sait, il est exceptionnel effectivement chez la vache que d'avoir deux embryons et un seul corps jaune. Donc la scission dans le premier stade d'un embryon est extrêmement grave. Alors, on a aussi un autre type de corps jaune, c'est les fameux corps jaunes cavitaires. Donc, d'une manière générale, ces corps jaunes cavitaires ont les mêmes caractéristiques, surface lisse, consistance ferme, un diamètre qui est compris entre 2 et 3 cm, et ces cavités peuvent se retrouver présentes dans à peu près 60% des cas de corps jaunes. Donc, fermes, mais bon, les plus spécieux diront qu'ils sont peut-être un peu plus mous. J'avoue que ce n'est pas toujours simple, effectivement, que de constater ce ramollissement du fait de la présence de cette cavité. Et donc, moi, je préfère parler de corps jaune cavitaire plutôt que de corps jaune kystique. Le fait de donner cette appellation kystique donne l'impression qu'il n'y a pas eu ovulation. En fait, il y a eu ovulation, et donc c'est plutôt une particularité de développement de ce corps jaune qui ne se comble pas complètement par du tissu lutéal, qui leur laisse l'appellation de corps jaune cavitaire. Et en voici des illustrations schématiques et sur des pièces anatomiques. Et vous voyez qu'ici, on retrouve cette cavité centrale, que ce soit sur le corps jaune qui est en partie extra-ovarien ou qu'il soit davantage intra-ovarien. Et donc, vous voyez que ces diamètres de ces cavités sont parfois très faibles, mais sont parfois bien plus conséquents. Et donc, ces diamètres sont compris entre 2 et 22 mm sur base de nos observations. Donc, ça n'a rien à voir effectivement avec un kyste, ça ne traduit pas notre sens d'ovulation. D'ailleurs, l'examen échographique, qui était recommandé pour en faire réellement le diagnostic, vous allez voir qu'en cas de gestation, vous pouvez parfaitement retrouver ces corps jaunes cavitaires. Donc, ils n'ont absolument pas de connotation pathologique. Absolument pas de connotation pathologique. Un mot sur le corps jaune atrétique, appelé corpus albicans. Eh bien, ce corps jaune,
en fait, traduit la présence d'un corps jaune de Biostrus avant. Donc, c'est le résultat de sa régression au cours des jours qui suivent effectivement le proestrus. Et donc, en palpant les ovaires, vous êtes sûrement déjà tombé sur ces têtes d'épingle beaucoup plus dures, okay, en surface de l'ovaire. Encore une fois, aucune signification physiologique, effectivement, à l'encontre de ces corps jaunes atrétiques. Et donc, voici un ovaire. Et donc, nous voyons ce corps jaune ici atrétique qui a une consistance nettement, effectivement, plus pure. Au passage, voici ici deux follicules en phase de croissance. Le corps jaune persistant, eh bien, là aussi, c'est une appellation à laquelle on va couper le cou. Structure lutéale présente en dehors de la gestation ou d'un pyomètre, puisque ce sont deux situations, l'une physiologique, l'autre pathologique, qui s'accompagnent de la persistance du corps jaune. Et donc, forcément, qui dit corps jaune qui persiste, dit absence de retour en chaleur. Mais sur base d'un seul examen, il est tout à fait impossible, effectivement, de dire si le corps jaune que vous avez palpé est persistant ou pas. Il vous faut, effectivement, à ce moment-là, être sûr que l'animal n'est pas revenu en chaleur entre-temps. Bref, moi, personnellement, je n'emploie que ce type de diagnostic, je ne le pose que extrêmement rarement, sauf, comme je l'ai déjà dit, en cas de gestation ou, bien entendu, en cas de pyomètre. Voilà ce que j'avais à dire pour ce corps jaune persistant. Et au passage, je le rappelle, mais je suppose que vous n'êtes pas de ceux-là, l'énucléation, bien sûr, est à proscrire et on comprend rapidement pourquoi. Si on voit qu'en surface de ce corps jaune, on voit le diamètre des vaisseaux qui s'y trouvent, et bien sûr, qui dit énucléation, dit rupture, dit hémorragie. Enfin, il nous reste à envisager une dernière structure, bien sûr, ce sont les kystes ovariennes. Donc, on en distingue classiquement de deux types. Mettons-nous d'accord aussi sur le plan du diamètre de ces structures ovariennes. Elles ont un diamètre supérieur à 25 mm. Voilà. Elles sont plus ou moins dépressibles, et vous aurez compris, je vais vous l'expliquer, c'est que ce caractère dépressible, il est beaucoup plus important en cas de kyste folliculaire, il l'est moins en cas de kyste folliculaire lutéinisé, en abréviation KFL. Et donc, ces kystes traduisent une absence d'ovulation, chose complètement différente avec le corps jaune cavitaire. Et sur base de nos observations, les kystes folliculaires avaient un diamètre compris entre 31 et 33 mm et une paroi inférieure à 3 mm. Tandis que le kyste folliculaire est quelque part d'un diamètre supérieur, 35 à 39 mm, et une paroi de 3 à 9 mm. Manuellement, il est extrêmement difficile, effectivement, avec un degré d'exactitude suffisant, de faire un diagnostic différentiel entre un kyste folliculaire et un kyste folliculaire luteinisé. Et là, encore une fois, l'échographie est là pour augmenter la qualité, effectivement, de ce diagnostic différentiel. En voici des images. Kyste folliculaire. Donc, ça déforme, bien entendu, très fort l'ovaire, ou les deux ovaires, si un animal peut avoir des ovaires polykystiques, ce qui est quand même relativement rare. Vous voyez que ce kyste folliculaire, je ne suis pas tout à fait sûr qu'ici, il n'y aurait pas quelques traces de luteinisation, puis par transparence, du fait de ce caractère un peu plus jaune-orange de la paroi. Et donc, on remarque bien ici qu'en surface, toute cette zone-ci est lisse, et bien sûr qu'on va retrouver une zone de dépressibilité relativement conséquente. Le kyste folliculaire luteinisé, eh bien donc on voit ici qu'il déforme encore une fois très fortement l'ovaire, mais que sa paroi, bien sûr, est nettement plus épaisse. Okay. On voit ici de la fibrine, et cette fibrine est tout à fait visible, bien sûr, par échographie. Donc on voit pourquoi les parois, l'épaisseur des parois entre le kyste folliculaire et le kyste folliculaire luteinisé sont complètement différentes du fait de cette luteinisation que l'on peut trouver en périphérie. Résumons-nous. 1. Je vous invite, si vous ne le faites pas déjà, à comparer la taille des deux ovaires que vous palpez. 2. À évaluer bien sûr leur consistance, à la comparer, lisse ou granuleuse. 3. À vous concentrer bien sûr sur le plan du diagnostic final sur l'ovaire le plus gros, car c'est vraisemblablement celui-là
qui est porteur de la structure d'intérêt, et concentrez-vous sur cette structure, soit manuellement, soit, bien entendu, avec l'échographie, si vous devez aller effectivement plus loin dans le diagnostic et donc, encore une fois, dans le choix d'une thérapeutique. Et j'avais, avant de passer à la discussion, une dernière question à vous poser. Soyez honnête, si je ne vous ai rien apporté, ce n'est pas grave, ça ne fera que renforcer la qualité de vos examens. Et donc la question est, allez-vous changer votre manière de palper les ovaires suite à ce petit exposé? Voilà. On va peut-être passer, Laurie, je te rends la parole, on va peut-être passer aux questions-réponses. Alors, merci. Donc, on a une question ici du docteur Rao. En cas de doute de la présence de triplés à 4-5 mois, peut-on se fier du coup à la présence de 3 corps jaunes? Ok, c'est une situation effectivement, assez particulière effectivement que de trouver des triplés. Mais à chaque, pour les raisons déjà évoquées, à chaque fœtus devrait correspondre effectivement un corps jaune. Oui. Ok, merci pour votre réponse. Je n'ai pas d'autres questions. Donc, si quelqu'un a une question, vous pouvez allumer votre micro et la poser tout de suite, ou alors l'écrire et je la poserai sans problème. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou une réponse pour le professeur Hansen? Allez-vous changer votre manière de palper les ovaires? Oui, est-ce qu'il y a, concernant le nombre d'animaux palpés ou le nombre d'ovaires palpés, est-ce que tu as des... Alors, j'ai une réponse du docteur Rao. Donc, 350 vaches et 700 ovaires. Ah, attention, hein. Bon, c'est juste, car en effet, chaque vache a 2 ovaires. Ce qui ne veut pas dire que toutes les vaches que l'on palpe, on palpe systématiquement les ovaires. En moyenne, oui, Bon, c'est en moyenne. bon. Oui, Je commentaire? je n'ai pas d'autres réponses et je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Voilà, j'ai une question, une petite question concernant le fait d'éclater manuellement un kyste. Une technique à proscrire ou non? Alors, moi, je la proscris. Je la proscris parce que j'ai évoqué le fait, du diagnostic différentiel entre un kyste folliculaire et un kyste folliculaire utilisé. Ce diagnostic différentiel est difficile. Et donc, si effectivement vous entraînez la rupture effectivement de kyste, vous risquez effectivement aussi, si vous n'avez pas malchance, je dirais, un kyste folliculaire utilisé, d'induire des hémorragies, non pas qui soient de nature à entraîner la mort de l'animal, mais peut-être des hémorragies locales, et donc d'entraîner le risque de, je dirais, de salpingite. Deuxième chose, oui, on croit que l'écrasement, effectivement, c'est ce qu'on appelait en fait dans le temps le massage d'ovaire. Bon, mais en fait, ce massage consistait à éclater des follicules, voire des kystes qui s'y trouvaient. Donc, moi, je crois que le risque de lésion locale, moi, je ne recommande pas cet éclatement. Il y avait une alternative à cela, c'est qu'au lieu d'éclater, d'aucuns avaient proposé effectivement d'effectuer une ponction et d'aspirer en quelque sorte le liquide folliculaire et donc de soustraire l'animal à éventuellement une imprégnation œstrogénique par trop conséquente. Voilà. Donc, si la question est faut-il écraser les follicules, la réponse est non. Merci. Effectivement, si je peux ajouter, je sais que maintenant la technique qui est apprise aux étudiants, c'est en effet plutôt de ponctionner les ovaires kystiques plutôt que d'utiliser éventuellement une GnRH ou une prostaglandine. C'était beaucoup, les dernières techniques qu'on leur a montrées, c'était plutôt par ponction. Merci. Mais évidemment que la ponction n'excluant rien, bien entendu, l'utilisation de traitements hormonaux. Hein. Bon, ça, on est aussi d'accord. Enfin, peut-être que dans un premier temps, effectivement, la ponction peut être intéressante.
Merci beaucoup. Un autre commentaire? Oui. Pour combien de centimètres, donc par le docteur Melki, pour combien de centimètres taille follicule puis-je utiliser de la PGF2 pour déclencher des chaleurs avec présence d'un corps jaune? Alors, ça, c'est une excellente question. Parce que, en fait, je crois que beaucoup trop de prostaglandines sont mal utilisées. Mal utilisées, et c'est-à-dire qu'en fait, on croit à tort qu'il y a un corps jaune, hein, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Et deux, on évalue mal, effectivement, la taille de ces corps jaunes. Donc, un corps jaune de Dieustrus, je l'ai évoqué, si vous n'avez pas une taille d'au moins 15, voire idéalement 20 mm, vous risquez de vous retrouver dans une situation où ce corps jaune, c'est plutôt un corps jaune hémorragique, et donc vous risquez très fort de ne pas avoir un effet inducteur de stress. Donc, voilà. Maintenant, libre à chacun, effectivement, d'affiner l'évaluation du diamètre du corps jaune avant de procéder à… Mais moi, j'avais pour habitude, effectivement, surtout dans les suivis de troupeaux, où il s'agissait de faire des injections de prostaglandine en série, de passer un coup d'échographe pour avoir une idée, effectivement, de la taille de ces corps jaunes. Merci. Monsieur Melki, est-ce que j'ai répondu à votre question? Vous pouvez ouvrir votre micro, Monsieur Melki, si vous voulez réagir. Oui, merci beaucoup, c'est bien entendu. Compris. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question pour terminer ce deuxième midi de Rhume Expert? Moi, je veux bien rebondir par rapport à cette question sur la taille du corps jaune, sur l'utilité de regarder la présence et la taille des follicules à côté du corps jaune lorsqu'on va utiliser de la prostaglandine. Donc, j'ai eu pas mal de questions de confrères ces derniers temps qui, justement, me demandaient si, en fonction de la présence d'un gros follicule juste à côté du corps jaune ou justement de petits follicules, si en fonction de cela, vous utilisiez ou non de la prostate. C'est-à-dire qu'un gros follicule, ça pourrait entraîner un follicule qui serait plus vieux au moment de la chaleur. Bon, moi, je n'ai pas, comment dirais-je, tenir compte de la taille. Bon, reprenons. Donc, on sait qu'un follicule dominant d'un diamètre, donc, comme je le disais, de 10 supérieur à 10 mm, on va le trouver tout à fait normalement en plein diœstrus, puisqu'il est issu de la première vague. Donc, un cycle a classiquement 2 vagues, de temps en temps, il y en a 3, mais donc 2 vagues de croissance folliculaire. La première aboutit à un follicule dominant vers le 9e, 10e jour du cycle, on est en plein diœstrus. Donc, il n'est pas rare, effectivement, que de trouver un corps jaune en diœstrus, ce qui est tout à fait normal, associé à ce follicule dominant. Et la deuxième situation dans laquelle on va retrouver ce follicule dominant, c'est un peu plus tard, bien entendu, on est à l'approche du proœstrus. Donc, moi, je ne vois pas ce qui justifierait le fait d'utiliser ou pas une prostaglandine en fonction du diamètre du follicule présent. Non. Merci. Je n'ai jamais associé, je n'en comprends pas, je dirais, l'intérêt. En fait, ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, c'est qu'une fois la prostaglandine injectée, il est évident que le délai de retour en chaleur va dépendre du degré de développement du follicule présent au moment de l'injection de la prostaglandine. Donc, en fait, si au moment de l'injection de la prostaglandine, vous avez un follicule dominant qui est d'un diamètre supérieur, le retour en chaleur va être plus rapide. Et quand on injecte une prostaglandine, on sait que le délai de retour en chaleur est de 2 à 5 jours. Et donc, le délai dépend du stade de développement du follicule. Donc, le fait d'avoir un follicule n'est pas une contre-indication ou une indication supplémentaire à injecter une prostaglandine, mais ça va avoir un effet sur le délai de retour en chaleur. Est-ce que j'ai été clair? Allô, allô? Oui, oui, très clair. Alors, je pense que… Alors, j'ai une réponse du docteur Mekli. Merci beaucoup donc, de sa part. Et alors, il vous suivait à l'université, depuis l'université, et je ne vais changer ma méthode de travail, je suivrai toujours les nouveautés. Donc, il va changer en fonction de… mieux. Voilà. Dites, monsieur Mekli, vous travaillez dans quel pays?
Algérie. Ah, bien. Et dans quelle université, faculté, institut? Blida. À Blida, Blida. Ah, université. ben oui. Vous avez Euh, sûrement eu l'occasion de me voir. J'ai été plusieurs fois à Blida. pas tout à fait, mais je suivais les cours. Donc, j'étais pas là à votre arrivée, je n'étais pas à l'université. J'étais déjà au En pratique. travail. Ah, bien. Ah, bien, Oui, bien, oui. bien. Eh bien, merci, merci de nous rejoindre De toute et, façon, merci à vous. et salutations aux confrères, hein. Merci beaucoup. Oui, un autre Eh bien, commentaire, Laurie, je peut-être? n'ai plus de questions ni de commentaires, donc je pense qu'on va pouvoir Enregistrer, clôturer là. cette deuxième séance. Un tout grand merci au professeur Hansen, à vous, un tout grand merci à vous qui avez participé à ce deuxième midi d'Herm Expert. Et alors, je rappelle donc la prochaine formation, le 7 octobre, quels sont les outils à ma disposition pour tester le transfert de l'humidité passive des veaux par le docteur Meurette. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi ensoleillée.